C'est fou comment les choses vont vite des fois. Quelle victoire du Canadien contre les Highlanders! La panique a cédé sa place à l'extase. Mais est-ce que le Canadien dépend trop de ses gros chiens? Malgré l'écrasante victoire contre les Insulaires, Martin Saint-Louis doit-il apporter quelques modifications à son alignement? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Le week-end des partisans du Canadien a été, avouons-le, une méchante montagne russe. En 48 heures, mes diverses sections commentaires sont passées de « Je savais qu'on ferait pas les séries » à 50 buts Caulfield, 100 points Suzuki, 30 buts Slavkovski, let's go! Permettez-moi un petit « D'où Jésus? » Que voulez-vous? C'est ça la passion d'une exaltante course aux séries. Dans les derniers matchs, par contre, il y a quelques tendances qui commencent à se dessiner. Le Canadien est toujours en excellente position pour faire les séries. Pas assuré, mais la panique de jeudi soir n'était pas justifiée. Parce que la grande base de celle-ci était « Le Canadien perd alors que tout le monde autour gagne ». Bon, de ça, c'est faux. Depuis le début du mois de mars, oui, t'as les Blue Jackets de Columbus qui sont partis pour la gloire. Les Bruins font mieux que le Canadien. Mais les Islanders de New York, les Red Wings de Détroit, les Penguins de Pittsburgh et même le Lightning de Tampa, qui n'est pas sur ce tableau, font tous pire que Montréal. Il faut quand même faire attention à Ottawa et à Philly. Là. Juste ici. Ils sont en train de, passez-moi l'expression, sneaker. Bref, course aux séries sensationnelle? Oui. Le Canadien peut s'asseoir sur ses lauriers? Non. Panique? Non. Lucky we didn't panic. Montréal a besoin de gagner 7 de ses 13 derniers matchs pour atteindre le plateau des 100 points. Ou 6 avec 2 défaites en surtemps, en prolongation ou en fusillade. À 100 points, il devrait faire les séries. Si tu les rates au bris d'égalité, rendu là, GG à toutes les équipes. Aucune formation n'a raté les séries en faisant 100 points. Dans l'histoire de la Ligue, ce sera un nouveau record et ce sera un record battu par 4 points. Les Flames les ont ratés à 96 l'an dernier et ils égalaient le record qui est détenu par plusieurs formations, dont le Canadien d'il y a quelques années à peine. Ce serait aussi, 100 points, une amélioration de 9 par rapport à l'an dernier pour le Canadien. Imaginez, rater les séries à 100 points. Rendu là, t'as pas le choix de faire « Yo, on s'est bien battu ». Si le CH s'écroule, par contre, là, ce serait une autre histoire. J'en conviens. À travers tout ça, il y a quelques éléments qui ressortent depuis qu'on a modifié les trios dans le match à Anaheim il y a quelques semaines. Depuis ce temps, la fiche de l'équipe est 5, 3 et 1. Si on maintient ce rythme, on terminera à 102 points. Et là, aucune chance que tu rates les séries. Là. Je veux dire, il y a toujours bien des limites. Y a-t-il d'autres ajustements, par contre, qui doivent être faits pour encore plus rehausser la qualité du jeu? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cet épisode. Tout juste avant de poursuivre, l'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Budweiser. Budweiser Québec a lancé le concours Et le but méga gros lot, un concours à l'échelle de la province conçu pour les fans de hockey du Québec et propulsé par les buts. Le gros lot débute à 50 000 $ et pour chaque but marqué dans la LNH d'ici la fin de la saison 2026, 50 $ s'ajoutent à la cagnotte. Le gros lot est maintenant à plus de 100 000 $. Pour participer, les résidents du Québec peuvent acheter une caisse de Budweiser sélectionnée dans un couche-tard participant et recevoir un billet à gratter révélant un NIP unique. Ils peuvent aussi visiter budweiser.ca/aucun achat requis. Il suffit ensuite d'entrer le NIP dans l'application couche-tard pour courir la chance de gagner le gros lot. Le concours prend fin le 16 avril 2026 à 23h59 et 59 secondes. C'est 18 ans et plus. Aucun achat requis. Pour tous les détails, budweiser.ca/méga gros lot. Et tu veux faciliter ça? Tous les détails sont dans la description de l'épisode. Le Canadien est une excellente équipe offensive cette saison. C'est pas une opinion, c'est un fait. Montréal est 3e dans la LNH cette année avec une moyenne de 3,51 buts par match. Malgré le fait que ça a été rocambolesque dans son ensemble, on a un excellent avantage numérique qui vient lui aussi au 3e rang de la Ligue. Quand ça clique en temps. Il faut avouer qu'il y a par contre des périodes creuses. C'est ce que je voulais dire quand je disais que ça a été rocambolesque. Mais à 5 contre 5, est-ce que le Canadien dépend trop de son premier trio dans cette course aux séries? Depuis qu'on a réuni grand frère, moyen frère et petit frère, cette unité traîne le club offensivement.
que ce soit à 5 contre 5 ou en avantage numérique, parce qu'ils sont là, en avantage numérique. En 9 matchs, depuis qu'on a été réunis, Nick Suzuki a 16 points, Caulfield 14, en 8 dans son cas. Il a raté le match contre les Sénateurs d'Ottawa parce qu'il y avait des problèmes avec ses céréales. Et Slavkovski en a aussi 14. Seul Nikita Kucherov fait mieux que Nick Suzuki durant cette période et les deux autres sont à égalité avec une panoplie de joueurs au 4e rang de la Ligue. C'est absolument phénoménal. Mais qu'arrive-t-il la soirée où ils n'amènent pas leur A-game? Voici à quoi ressemble la production à 5 contre 5, parce que c'est là qu'on veut savoir s'il y a de l'appui des autres trios, durant la séquence en question. Donc, depuis le match à Anaheim, ça c'était le 6 mars dernier, les buts à 5 contre 5, donc 10 buts marqués par le premier trio, légèrement au-dessus d'un but par match, et Montréal dans son ensemble a marqué 24 buts à 5 contre 5 durant cette séquence. Le premier trio a donc obtenu 42% de la production et on peut même dire que d'une certaine façon, c'est un peu plus parce que ça compte pas les buts qui peuvent avoir été marqués avec des trios brisés, si vous me passez l'expression. Là. Exemple, je vais dire n'importe quoi, Slavkovski va changer, Suzuki, Caulfield sont encore sur la glace, ils se marquent un but, ça compte pas comme un but marqué par le premier trio, ça compte pas comme un but marqué par les autres trios non plus, mais dans son ensemble, c'est pas le premier trio qui a marqué ce but-là. Donc, les joueurs du premier trio peuvent même avoir contribué un petit peu plus que ça pour les buts à 5 contre 5. C'est beaucoup. On s'attend par contre à ce qu'un trio de cette qualité, je veux dire, Caulfield pourra marquer 50, Suzuki obtenir 100 points cette année. Sur n'importe quelle équipe, un trio qui a des joueurs qui produisent à ce rythme, ils vont obtenir plus de points que la moyenne des ours. Là où je me pose la question par contre, est-ce que le trio Newhook, Kapanen, Demidov, lui, contribue suffisamment? Parce qu'en théorie, ton premier trio de soutien offensif, c'est lui. Et c'est là où le bas blesse. Quand on regarde les buts marqués à 5 contre 5 parmi les autres trios, voici ce que ça donne. 3 par le trio de Kapanen, 2 par lui d'Evans et 3 par lui de Danault. Ajoutons à ça qu'au moins, les trios d'Evans et Danault ont donné autant de buts, donc sont even. Donc, ils ressortent de leur partie, les autres peuvent dire « Hey, on a contribué autant qu'on a encaissé. » Celui de Kapanen est très légèrement, j'en conviens, dans le négatif. 3 buts pour, 4 buts contre. En 9 matchs. Mais c'est quand même le négatif et c'est le seul trio qui est dans cette situation. Le premier trio, c'est largement positif. Donc, est-ce que mixer un peu le reste des trios du Canadien sans toucher à celui de Suzuki est une solution envisageable? Et si oui, comment? Est-ce qu'on ramène Newhook au centre? On place un Texier ou Bolduc sur le flanc gauche avec Demidov. Personnellement, je pense que tu ne règles pas ton problème sur 200 pieds avec cette solution-là. Mais bon, ce n'est que mon opinion. Est-ce qu'on ne fait qu'interchanger Demidov avec l'un de Bolduc ou Texier? Parce que le trio d'Evans est déjà ton deuxième trio le plus utilisé à 5 contre 5 dans les 9 derniers matchs. Dans l'utilisation, donc, on peut argumenter que c'est déjà le deuxième trio. Texier a beaucoup de talent. Evans est responsable et clairement, la magie Kapanen commence à s'effriter. Mais est-ce qu'on peut quand même, dans cette situation, aider Suzuki dans les confrontations? Personnellement, je pense que oui. Je ne pense pas que de simplement mettre Demidov sur le flanc de Jake Evans, ça vient complètement ruiner les qualités de ce trio-là sur 200 pieds. Voici personnellement donc ce que ça pourrait donner. Caulfield, Suzuki, Slav, bien sûr. Bolduc, Evans, Demidov. Newhook, Kapanen, Texier. Soudainement, clairement un troisième trio. Veleno ou Anderson, bien sûr, quand il est là. Danault, Gallagher. À noter que personnellement, je considère que Bolduc, Texier sont interchangeables. Vous préférez Texier? Ça a tout à fait du sens à mon avis. Vous préférez Bolduc? Ça a tout à fait du sens à mon avis. Oui, même si je sais que Bolduc n'a pas marqué depuis la naissance du petit Jésus, mais les occasions sont là pour ce trio-là. Est-ce qu'une petite touche de Demidov est tout ce que ça prend pour faire débloquer les choses? On pourrait être porté à croire que oui. Quand je dis que ça fonctionne malgré tout pour ce trio-là, regardez le pourcentage de buts attendus, les chances de marquer pour le CH lorsque ce trio est sur la glace. Donc, si tu es à 100%, je le rappelle pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est que toutes les chances de marquer ont été pour ton équipe. Si tu es à 0%, c'est donc dire que toutes les chances de marquer ont été pour l'équipe adverse. Remarquez ici que le troisième et quatrième trio sont dans le positif, très légèrement le quatrième trio, et le troisième largement
dans le positif. Vous remarquerez que Caufield, Suzuki, Slavkovski, c'est pas très bon. À noter qu'il y a une donnée aberrante. Le match contre Ottawa. Ça inclut le match contre Ottawa où c'était Texier qui était sur le premier trio. Si on ne fait qu'enlever ce match-là, qui n'a pas été un bon match dans les occasions de marquer pour ce trio-là, malgré la victoire du Canadien, on est aussi assez largement dans le positif. On est dans l'ordre là, du 54-55% pour ce trio-là. Et surtout, ça avait un peu mal débuté. Ça va extrêmement bien depuis le match contre Boston. Donc, on peut dire que le deuxième trio est le seul qui est dans le négatif. Il est dans le négatif dans l'absolu, les buts qui ont été marqués, il est dans le négatif dans les chances de marquer. Et encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que Bolduc, Evans, Texier, c'est très largement positif. Est-ce que si on prenait des Midov puis on enlevait un des deux alliés pour le mettre là-dessus, est-ce qu'on concrétise plus de chances de marquer? C'est la question que je me pose. Je n'ai pas la réponse. Je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Si tu ne le fais pas, si tu ne changes pas tes trios, là, si tu gardes ça ainsi, tu te mets à risque un soir donné où ça ne clique pas pour la ligne de Slav. Tu n'as personne sur qui compter. Je sais qu'Evans n'est pas reconnu pour son jeu offensif, que Bolduc déçoit en production, mais je pense que c'est le temps pour Martin Saint-Louis d'optimiser. Sinon, si c'est pas ça, cette proposition que moi je fais, de prendre des Midov et de le mettre sur le trio de Jake Evans, au final de l'interchanger avec soit Bolduc, soit Texier, c'est au choix du rôtisseur. L'autre option, ce serait de revenir avec Juraj Slavkovski sur un deuxième trio. Personnellement, j'ai gardé Jake Evans sur ce trio. Pourquoi? Parce que je pense vraiment qu'en ce moment, la magie de Kapanen a commencé à s'effriter et que ce ne serait pas une mauvaise chose d'essayer deux ailiers offensifs à côté d'Evans. Et voir que ça goûte. En refaisant ça, tu réouvres la possibilité d'avoir de l'attaque en provenance de deux trios. Personnellement, ça fonctionne tellement bien pour le trio de Suzuki, Slavkovski et Caufield. J'envisage pas vraiment cette option, mais je comprends que certains d'entre vous le fassent. Sauf que, mettons que je me fais moi-même mon propre avocat du diable. Pourquoi est-ce qu'on avait ramené Slav sur le premier trio? Parce que, entre le retour de la pause olympique, le 26 février, que ça avait eu lieu pour Montréal, et le changement de trio, le 6 mars, ça allait pas, ni pour Slavkovski, ni pour la Kids Line dans son ensemble. Slavkovski n'avait que 2 passes et un différentiel de -4. Sauf que ça avait duré juste 3 rencontres. On a eu un gros échantillon de Slavkovski Demidov qui fonctionnait. Et de cette façon, donc, je le disais, on avait 2 unités tous les soirs qui pouvaient prendre le lead, sonner la charge. Mais est-ce qu'on recrée le problème de qui joue avec Suzuki et Caufield? Personnellement, je pense pas. Ça fonctionnait avec Texier. Je comprends que tu as moins de corpulence, tu as moins de capacité physique. Tu n'as pas un gros bonhomme avec eux dans une course aux séries, ça peut faire mal. Mais lorsque Texier jouait sur le premier trio, Montréal a connu ses meilleurs moments offensifs de la saison. Personnellement, je suis réticent, je le disais, à défaire à nouveau le premier trio, surtout à un moment où il fonctionne à plein régime. Il cartonne. En même temps, est-ce qu'un Slavkovski qui a non seulement retrouvé sa confiance, mais qui en plus est en mode buzzcut, peut redonner du pep à Demidov? C'est certainement de grosses questions qu'on se pose présentement dans le bureau des entraîneurs du Canadien. Ceci étant dit, je reviens au début de l'épisode. La fiche du Canadien depuis qu'on a composé ces trios-là. Et je dis ces trios-là, bien sûr, Dak a été blessé depuis ce temps-là, Caufield a raté un match, Anderson est blessé, mais dans son ensemble, on fait pas mal du joueur pour joueur. Caufield a été blessé, c'est Texier qui a été envoyé là, on n'a pas défait le reste des trios. Dak a été blessé, on a embarqué Texier sur ce trio-là, on n'a pas défait le reste des trios. Anderson blessé, Veleno, vous comprenez, donc dans son ensemble, les trios sont restés les mêmes. Une seule blessure n'a pas créé d'effet domino. Pour cette raison, donc, la fiche gagnante de l'équipe, je pense que Martin Saint-Louis va continuer ainsi, du moins tant qu'il ne sera pas dans une vraie situation critique. La formule est gagnante. C'est un fait, je ne peux pas m'y opposer. Je crois par contre qu'elle pourrait être plus que gagnante. Elle pourrait être dominante. Et à part le match contre les Highlanders, je ne trouve pas que le Canadien, depuis la formation de ces trios-là, a eu beaucoup de rencontres où on est ressorti en se disant que ce soir, on a été dominant. Et je crois que c'est ce à quoi on devrait aspirer dans cette course aux séries plutôt que si on atteint le 100 points puis on rentre en série. Qu'est-ce que tu penses de l'épisode d'aujourd'hui? Est-il temps pour Martin Saint-Louis d'essayer d'optimiser ses trios? Moi, je pense que oui. Es-tu d'accord? Que ce soit oui ou non, laisse-moi savoir pourquoi en commentaire. Tu veux savoir pourquoi je crois que la course au trophée Hart est la plus fascinante qu'on a eue depuis longtemps? C'est ici. Et on se reparle lors du prochain épisode.
Ciao!